Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Pour l'actualité de la semaine, une première lourde sanction a été prononcée à l'encontre d'une galerie d'art en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, les fameux LCB-FT. Maître Alexis Fournol, avec sa avocat spécialisé en droit du marché de l'art, est mon invité en visio pour nous donner plus de détails sur l'affaire. On passe ensuite à l'interview de la semaine. Je reçois Solène Blanc qui est directrice générale d'Arnova et directrice générale du groupe Beaux-Arts pour comprendre comment fonctionne avec détail un fonds à impact dédié exclusivement à l'investissement dans les industries culturelles et créatives. Tout de suite, c'est Art et Marché. Bonjour Maître Alexis Fournol, vous êtes avocat au sein de votre cabinet Alexis Fournol. Merci d'être en visio avec nous pour nous expliquer le cas de cette galerie qui a été sanctionnée en matière de LCB-FT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui prononce cette sanction et aussi surtout pourquoi ? Alors, merci de votre invitation. Effectivement, c'est une première dans le domaine du marché de l'art. Avec cette décision qui a été rendue le 26 octobre dernier donc par la CNS, la Commission nationale des sanctions, qui est une institution indépendante, si vous voulez, rattachée certes au ministère de l'économie, mais qui est composée de 7 personnes, dont 3 magistrats et 4 personnes qu'on appelle des personnalités qualifiées, et qui est saisie après une sorte d'enquête préalable qui a été réalisée en l'occurrence ici par les douanes. Et cette Commission nationale des sanctions, en général, elle a plutôt eu vocation à sanctionner d'autres acteurs de domaines différents, comme le domaine de l'immobilier, avec des agences immobilières de manière assez récurrente, ou encore les jeux d'argent en ligne, si vous voulez, et les sociétés de domiciliation d'entreprise. Mais là, pour le marché de l'art, c'est bien la première fois, le 26 octobre dernier, qu'elle est venue se prononcer à l'encontre de ces acteurs très spécifiques et auxquels vous rendez souvent hommage dans l'actualité de votre émission. On sait pourquoi cette sanction a été prononcée. Alors, la sanction, on sait sur quel fondement elle a été prononcée, mais si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas uniquement un fait particulier qui a permis de rendre cette sanction, mais c'est finalement un ensemble d'éléments, et on va dire 4 manquements particuliers au Code monétaire et financier, qui est le code qui vient régir finalement cette question de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et dans ces 4 manquements, je vais peut-être en citer que 3 qui me paraissent intéressants. Le premier, c'est l'absence de ce qu'on appelle de cartographie des risques. Et là, c'est pour un professionnel du marché de l'art savoir à quel risque il est exposé dans ce domaine-là, à quelle typologie de clientèle il a affaire, et laquelle peut présenter un risque faible, un risque moyen ou un risque élevé. Le deuxième manquement qui a été reproché, c'est celui de ne pas avoir vérifié, on va dire, l'identité de la clientèle. Et la clientèle, il faut bien comprendre qu'il s'agit aussi bien des acheteurs que des vendeurs des galeries, mais ça pourrait être la même chose pour des marchands d'art ou encore pour des commissaires-priseurs. Et enfin, peut-être le troisième manquement à citer, c'est celui de l'absence de formation du personnel et des dirigeants de la galerie. C'est là où je trouve ce manquement assez intéressant, puisqu'on voit bien comment, depuis quelques années, Tracfin, les douanes et l'ensemble des acteurs attachés à cette lutte avaient plutôt vocation à faire de la pédagogie, à intervenir en amont et à essayer de sensibiliser finalement les acteurs du marché de l'art. Aujourd'hui, c'est la première sanction. Et cette sanction, elle sanctionne notamment, elle vient notamment relever comme manquement l'absence de formation en interne chez ces acteurs. Donc, en l'occurrence ici une galerie d'art, mais il aurait pu s'agir d'un commissaire-priseur. Et pour l'instant, donc, le nom de cette galerie est resté anonyme. Est-ce que vous pouvez assez rapidement nous dire quelles sont les sanctions qui ont été émises et qui, je crois, sont assez lourdes ? Alors, elle est anonyme, certes, et ce sera sans doute le cas si un jour la décision est publiée, mais ce que l'on sait déjà, c'est la teneur des sanctions. Et ici, comme vous l'avez indiqué, elles sont très lourdes. Très lourdes par rapport, on va dire, à d'autres sanctions qui ont été préalablement rendues, et sans doute par rapport à la taille de l'entreprise qui est concernée. Première des sanctions, c'est une sanction ici qui est pécuniaire. C'est quand même 30 000 € contre la galerie, 5 000 € contre l'un de ses dirigeants et 3 000 € contre l'autre de ses dirigeants. On a également eu la publication d'une partie de la décision dans la Gazette d'Euro, par exemple. Et enfin,
on a une suspension de l'activité qui a été prononcée pour 6 mois avec un sursis. Ça signifie quoi? Ça signifie que si dans les 5 prochaines années, il y a un nouveau manquement qui est établi, à ce moment-là, la suspension aura lieu et pendant 6 mois, l'acteur ne pourra plus travailler, la suspension de l'activité sera effective, ils ne pourront donc plus vendre, plus acheter, plus participer à des foires, mais auront encore l'ensemble des charges qui leur incombent à assurer. Voilà, une sanction donc potentiellement très délicate par rapport au maintien de l'activité. Eh bien, merci beaucoup Alexis Fournol. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé dans les questions du marché de l'art. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine. Après avoir régulièrement parlé d'études dans l'émission, maintenant place à la pratique. Je suis en compagnie de Solène Blanc, qui est directrice générale d'Arnova et aussi directrice générale du groupe Beaux-Arts. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Sybille. Arnova alors, est un fonds à impact dédié exclusivement aux industries culturelles et créatives. Donc on va faire un peu le tour du fonctionnement de ce fonds. Est-ce que vous pouvez... donc déjà, ce fonds a 3 ans, c'est ça? Oui, il a été créé fin 2020. Ok. Exactement. Et donc, quels sont les profils d'investisseurs qui participent à ce fonds? Alors, on a un fonds un peu particulier parce qu'on est doté par un investisseur qui est l'entrepreneur et par ailleurs mécène dans les arts et la culture, Frédéric Jousset. Donc, c'était son idée de départ, c'était de créer ce fonds qu'il a doté de 100 millions d'euros donc en octobre 2020, qui pourra ensuite s'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est un fonds qui est porté par une personne avec cette vision d'être le premier fonds privé dédié aux industries culturelles et créatives et avec cette notion d'impact et une notion aussi d'investissement patient, de capital qui s'investit dans le long terme. Oui, voilà, donc peut-être que la temporalité sera un petit peu différente pour ces industries. D'abord, comment pouvez-vous nous décrire du coup les investissements que vous réalisez, dans quelles entreprises, voilà, et comment surtout vous les choisissez? Alors en fait, on a 3 grands pôles en fait, d'investissement dans le fonds. Un premier qui préexistait au fonds, qui est autour de la société Beaux-Arts et compagnie, que je dirige également. Et donc dans Beaux-Arts, il y avait initialement Beaux-Arts Magazine et les éditions Beaux-Arts. Donc on va dire un groupe média et édition assez classique, sur lequel on a investi depuis dans le digital, mais qu'on a fait grandir aussi à la fois par de la diversification en croissance organique, mais aussi en croissance externe. Donc on a commencé finalement à investir par des rachats, le quotidien de l'art en 2017, Point Parole, qui est une société de guides conférenciers en 2018, puis ensuite en 2020 une société qui s'appelle Muséum Expert qui porte des salons professionnels, donc qui ont été logés à l'intérieur du groupe Beaux-Arts et compagnie. Et donc ce groupe Beaux-Arts et compagnie est détenu à 100% par Arnova. Donc on va dire qu'on a un premier pilier qui est finalement un pilier majoritaire, qui est de faire grandir un écosystème autour de l'art et de la culture porté avec ce navire amiral du groupe Beaux-Arts. On a un deuxième pilier qui est Arnova Capital, qui est ce qui s'apparente le plus vraiment à ce qu'on attend d'un fonds d'investissement, des prises de participation plutôt minoritaires au capital d'entreprises en croissance ou à fort potentiel de croissance, qu'on va accompagner, qu'on va aider à faire grandir et qui sont des sociétés qui ont un impact positif dans l'écosystème de la culture, de l'art et des industries créatives au sens plus large. Et on pourra revenir effectivement sur la façon dont on sélectionne ces projets. On a déjà fait donc pas loin d'une dizaine d'investissements. Et le dernier pôle, qui est Arnova Patrimoine, et qui là consiste plutôt à investir dans des lieux à dimension patrimoniale qu'on va réhabiliter et exploiter. Une partie plus hôtellerie. On a un projet à Amboise en ce moment qui est en train d'être structuré au pied du château d'Amboise, donc d'hôtellerie. Et un autre projet qui est le Hangar Y, qui est un ancien hangar à dirigeables. On a investi dans la foncière qui a apporté tous les travaux de réhabilitation de ce site et qui est porteuse d'un bail de long terme avec l'État, qui nous permet ensuite de l'opérer sous forme d'un... en fait, on l'a réinvesti en lieu à la fois événementiel et puis de programmation artistique. Justement, alors revenons tout de suite aux prises de participation d'entreprises culturelles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ces entreprises en particulier? Oui, alors on a investi dans des sociétés qui innovaient, soit d'un point de vue technologique, soit d'un point de vue plus de l'usage, et en tout cas qui réinventaient le lien que les gens peuvent avoir à la culture. On a par exemple co-investi avec BPI France et HTC dans une société qui s'appelle Emissive,
qui produit des expériences immersives, des expéditions immersives autour de sujets d'art et de culture et de connaissances. C'est eux qui ont produit Éternel Notre-Dame notamment, qui ont produit également l'Horizon de Khéops. Donc vous êtes embarqué dans un voyage dans le temps et dans l'espace, et vous allez rencontrer des personnages qui vont vous raconter l'histoire du lieu, les personnages clés, à travers une visite en réalité virtuelle, en groupe. Donc vous êtes dans un groupe de 5 à 10 personnes. Et pour nous, c'est une façon de découvrir le patrimoine, de découvrir des aspects culturels dans un format qui est complètement innovant et qui touche des nouveaux publics que ceux qui pourraient traditionnellement aller dans un musée. Donc là, on trouvait qu'il y avait une façon de réinventer l'accès et le lien à la culture et de toucher de nouveaux publics. On a également investi dans un projet qui vient de sortir récemment qui s'appelle Aura Invalide, donc qui est dans une société qui est porteuse d'un contrat tripartite entre le musée de l'Armée, la société Monument Factory qui produit des grandes expériences immersives, là pour le coup plutôt de projection lumineuse et sonore, et la société Cultival qui opère la billetterie et toute la gestion. Et donc pendant 12 ans, on va opérer sous le Dôme des Invalides une grande expérience immersive. Et là aussi, c'est une façon de raconter ou de mettre en lumière un bâtiment d'une façon complètement décalée des manières traditionnelles. Donc là, on est plutôt sur des sujets qui transforment d'un point de vue des technologies, mais on peut être aussi sur des sujets qui peuvent être plus des changements dans les usages. Donc on peut aussi accompagner des porteurs de projets qui vont, par exemple, créer comme la société Patrivia qui avait créé le Passe Patrimoine, des nouvelles façons aussi de valoriser, de donner accès à la culture. Et vous avez dit que du coup c'était un fonds sur le temps long. D'un point de vue très pratique, si je suis un individu, quel est le ticket d'entrée? Est-ce que je dois attendre plusieurs années avant de pouvoir retirer mon investissement? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors pour l'instant, on ne l'a pas encore ouvert au public. C'est-à-dire que nous, on investit et on co-investit avec en général d'autres fonds, ou bien la Banque des Territoires qui est rentrée avec nous au capital du Hangar Y, par exemple. Donc on est plutôt aujourd'hui en co-investissement avec des institutionnels et avec des logiques où nous, on se dit qu'on accompagne les porteurs de projets dans la durée. On ne se dit pas qu'au bout de 5 ans, on va forcément faire une sortie. J'imagine que le fait que ce soit un fonds à impact et en plus dans l'industrie culturelle, ça doit un peu... qu'est-ce qui va être modifié? Qu'est-ce qui va changer en termes d'investissement? On peut être sur des logiques de plus long terme, on va être aussi sur des logiques où on va essayer de créer de la synergie avec nos différentes activités, c'est-à-dire le fait d'avoir cet écosystème Beaux-Arts qui est en prise avec le monde artistique, le monde culturel, va nous permettre d'amener aux porteurs de projets des nouvelles idées, des nouvelles clés, des contacts, les embarquer aussi à l'international, et donc tout ça, ça se construit dans la durée. Donc c'est pour ça qu'on parle plus de capital patient. Et il y a certains projets, notre pôle autour de Beaux-Arts qui n'a pas forcément vocation à en sortir, d'autres projets dans Arnova Capital où là, évidemment, à un moment, une fois qu'on a accompagné les entreprises sur un temps suffisamment important pour qu'elles soient passées à l'échelle, on laissera la place à d'autres fonds pour les accompagner. Et la dernière question, avec une réponse un petit peu rapide si possible, est-ce que vous calculez une sorte de retour sur investissement, mais du coup culturel et social, qui ne serait pas financier? Alors on a 2 leviers. Le premier, c'est que 50% des bénéfices que fera le fonds au moment de ses sorties iront à la fondation Art Explora, qui est une fondation qui a été créée, initiée par Frédéric Jousset, et qui est maintenant une fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre pour l'accès de tous, du plus grand nombre à la culture. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, on est en train de regarder quels sont tous les critères qui vont nous permettre de voir qu'on a eu un impact, qu'on a touché davantage de monde, que la culture a été plus développée grâce à l'action de nos participations. Bien, vous reviendrez sur ce plateau pour nous donner tous ces critères avec plus de détails. Et merci beaucoup Solène Blanc. Je rappelle que vous êtes donc directrice générale d'Arnova et directrice générale du groupe Beaux-Arts. Merci d'avoir été avec nous et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.